Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à Parlons LHJMQ, votre émission hebdomadaire pour discuter des sujets chauds du circuit Courteau. À l'animation, encore une fois, ce soir, Robin Otis, en compagnie de mon collègue Johnny Blanchette. Bonsoir, Johnny. Bonsoir, Robin. Je t'ai pas trop manqué la semaine dernière lors du reportage du match qu'on a fait. Bien, on va avoir l'occasion d'en discuter. C'est ça, j'ai suivi la Ligue quand même, Robin. Je vais être bon pour t'aider. Ça va être intéressant de parler de différentes choses. Et effectivement, Johnny, c'est bien de le rappeler, on a eu un reportage sur nos ondes la semaine dernière. Tu n'étais pas là pour faire l'analyse, c'est Mathieu qui t'a remplacé. Tu seras là lors de notre prochain rendez-vous. On aura l'occasion d'en parler en fin d'émission. Mais si on commence comme à notre habitude, bien justement, on va faire un lien avec notre premier sujet, qui est l'actualité dans la LHJMQ. Mais Johnny, comment ne pas parler du match qu'on a eu sur nos ondes? Oui. Je pense que c'est le principal point qu'on va aborder dans ce segment-là, malgré qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes qui se sont passées dans l'univers des Remparts de Québec, du Drakkar de Baie-Comeau et de l'Océanie de Rimouski. Ça a été un peu moins drôle dans la dernière semaine. Mais si on commence justement par le match qu'on a fait sur nos ondes, Remparts de Québec, sur la route, visite le Drakkar à Baie-Comeau. Début de match pas facile pour la troupe de Patrick Roy. On a une première période où on se fait dominer sur la possession de la rondelle et pas mal toutes les facettes du jeu. Vous voyez les résultats de la dernière semaine de nos trois formations. Mais c'est la partie de 4-2 là, à l'avantage des Remparts. Pour le Drakkar, ça n'a pas été évident à partir du milieu du match. Deuxième portion de la deuxième période, troisième période également, où Théo Rochette et Pierrick Dubé, notamment, ont mis le pied au plancher à l'attaque. Exactement. Rochette est un joueur très important chez les Remparts de Québec. Même s'il est très jeune, il a permis à son équipe d'aller chercher cette victoire-là. Si on regarde du côté du Drakkar de Baie-Comeau, la perte du numéro 29 dans le match, on n'a pas vu Nathan Légaré du match. Donc ça a été très coûteux, très difficile de pouvoir aller chercher des victoires lorsque notre meneur en offensive n'est pas au jeu. Et ça a apparu. Fitzpatrick a quand même bien fait. 3 buts accordés sur 33 tirs. L'offensive des Remparts, comme tu as dit, est venue plus tard, mais lorsqu'il est arrivé, ça a été difficile pour le Drakkar de stopper tout ça. On va aller voir les images à l'écran, Johnny, les principaux faits marquants du match qu'on a fait jeudi de la semaine passée. C'est un match qui touche deux équipes, donc c'est encore plus intéressant d'en parler. Tu l'as mentionné, moi j'ai parlé de Théo Rochette, j'ai parlé de Pierrick Dubé. Je vais te parler également de Tristan Côté-Cazenave qui a été bon dans la rencontre, principalement un peu plus tard en troisième période également et au début du match pour préserver en fin de rencontre l'avance. Vous voyez certaines des images et certaines des séquences de jeu. Il y avait les deux vétérans qui s'affrontaient. Il y avait Fitzpatrick de l'autre côté, bien entendu. C'est un match, je dirais, pivot dans la semaine des Remparts et c'est un match qui a débuté celle du Drakkar de Baie-Comeau. Oui, et la deuxième période a fait quand même mal un peu à la confiance du Drakkar de Baie-Comeau. On a seulement eu 4 tirs au but en deuxième période. Ça a été étouffé. Et ça, bien, ça a probablement donné l'essence nécessaire aux Remparts pour aller chercher cette victoire-là par la fin. Et là, on voit le numéro 9 décoché de l'enclave. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une équipe si peu. Je vais laisser faire les statistiques si ça ne vous dérange pas. Les mises en échec dans un match, là, on peut les calculer. Mais ceux qui ont de l'impact, les mises en échec, ça, c'est une autre chose. Et je trouve que les petits joueurs des Remparts de Québec, dont Théo Rochette, que vous voyez installé entre les deux cercles des mises en jeu, n'ont pas été très, très dérangés. Là, on voit le but de Cournoyer à sa sortie du banc qui s'amène. C'est pas les plus gros gabarits qui se sont imposés à Baie-Comeau pour les Remparts. Exactement. Donc là, on doit prendre note de tout ça du côté de Baie-Comeau. On doit frapper l'adversaire, surtout les petits attaquants rapides, un peu plus fragiles du côté des Remparts de Québec. On aurait eu avantage à les frapper davantage, justement, pour aller chercher une victoire-là qui n'a pas été faite en début de semaine. Mais par la suite, le Drakkar de Baie-Comeau. Oui, mais il faut dire une chose, puis je pense que tu vas faire le lien là-dessus. Sans Nathan Légaré et avec Nathan Légaré, c'est pas la même équipe. Exactement. Quand ton meilleur joueur n'est pas en uniforme, ça paraît. Et Nathan était de retour, lui, pour les deux matchs dos à dos dans la fin de semaine face au Foreurs de Val-d'Or. Ça s'est très bien passé pour le Drakkar de Baie-Comeau. On s'est remis sur les rails rapidement. Une victoire de 7-3, une victoire de 6-3 également. 2 matchs à domicile devant nos partisans. 41 lancés dans le premier match. Nathan Légaré, 3 buts, 1 passe. Il y a également Fortin Robin qui a eu une très bonne fin de semaine. Et lui, c'est un joueur qu'on a acquis dans la dernière période de transaction qui arrivait des Islanders de Charlottetown. Une bonne fin de semaine pour lui. Dans le deuxième match, 2 mentions d'assistance accumulées aussi. Donc, Légaré, Fortin ont bien fait. Ortiz a continué de bien travailler offensivement avec 2 passes dans le premier match, 2 passes dans le suivant. Donc, en avantage numérique,
On a très bien performé. Ça a été le pain et le beurre du Drakkar de Baie-Comeau. Rapidement, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Si le Drakkar de Baie-Comeau a été parfait sur les 2 derniers matchs de la semaine, une fin de semaine gagnante face au Foreurs de Val-d'Or, bien, ça a sonné l'arrêt des émissions pour l'entraîneur-chef des Foreurs, Pascal Réaume, qui est remplacé par un homme qui n'a pas eu des vacances très, très longues, mon cher Johnny. Non, remplacé rapidement l'ancien entraîneur des Cataractes de Shawinigan qui vient prendre le poste de Pascal Réaume. Si on regarde un peu ce qui s'est passé à Val-d'Or, bien, on le voit là. On s'attendait cette année à être dans les meilleures 10 équipes de la saison régulière dans le classement. C'est pas ce qui arrive du côté des Foreurs de Val-d'Or. On les a eus sur nos ondes à quelques reprises à Rimouski précédemment. Et tu te souviens ce qui nous tramait dans la tête, là? Les joueurs ne semblaient pas être à 100% dans le match. On semblait mal préparés. Et ça, bien, ça a fini par coûter le poste à Pascal Réaume. Un petit mot rapide sur les autres matchs de la semaine des Remparts. Vous les avez vus à l'écran. Un beau blanchissage de 5-0 à domicile face aux Cataractes de Shawinigan et une défaite de 3-1, la seule défaite de la semaine face au Saguenay de Chicoutimi qui, là, voulait retrouver le sentier de la victoire parce qu'on avait 2 défaites consécutives. Oui, mais on a quand même bien joué du côté des Remparts de Québec. On a seulement accordé 16 tirs contre les Saguenay de Chicoutimi. Ça ne roule pas à plein régime du côté des Sags. On a trouvé le moyen de marquer, on a été opportuniste au bon moment. Mais par contre, il faut donner crédit aux Remparts de Québec qui, après la dégelée à Rimouski, là, on a resserré la défensive chez les Remparts. On a accordé à peu près 20 tirs par match, ce qui est excellent. Il faut noter que Rochette a connu de très bons matchs et les vétérans ont pris les choses en main. Quand on parle de côté Cazenave, on parle de Gagnon, on parle de Kilb. Ces gars-là ont pris vraiment l'épaule à la roue. On a tiré l'équipe vers le meilleur sentier. Johnny, je veux prendre seulement quelques minutes rapidement parce qu'on a d'autres sujets intéressants à aborder. La semaine de l'Océanique de Rimouski, si on a parlé d'un petit creux de vague chez les Saguenay de Chicoutimi, c'est peut-être un bon moment parce que l'Océanique est en même temps problématique dans un voyage des Maritimes. On avait une série de victoires consécutives. Ça s'est arrêté officiellement face aux Wildcats de Moncton. On a perdu en surtemps 4-3, mais ce match-là, je pense, a pavé la voie aux 2 autres du voyage. 1-0 la défaite à Halifax. Et je pense que la pire performance du voyage, ça a été au Cap-Breton, où Sokolov et Laferrière ont dominé sur la patinoire avec 3 points chacun, mais où le trio numéro 1 de l'Océanique, pivoté par Cédric Paré, avec Dimitri Zadgorovny et Alexis Lafrenière, a terminé la rencontre dans une défaite de 4-2 avec -3. Je pense qu'on a eu un petit peu de la difficulté à s'en remettre. On aurait aimé ça récolter les 2 points à Moncton. Je pense que oui. C'est là que ça a vraiment dérapé. Une défaite difficile à avaler, probablement. Une défaite face à un rival qui est très important dans cette saison-ci parce que les 2 équipes veulent aller loin. Une défaite en prolongation. On a quand même 33 tirs, 15 en première période. On avait bien débuté les choses du côté de Rimouski, mais par la suite, on a trouvé le moyen de gagner chez les Wildcats de Moncton. C'est une très grosse formation, il faut les respecter. Moi, ce que je prends en note, Robin, la défaite contre Halifax, ça fait très mal. On a été devant un gardien de but qui était ultra efficace, McLaren, qui a fait le travail, 32 arrêts, à rien donné, absolument pas. On a lancé les vétérans Paré, Bergeron, Lafrenière, Martel à 4 tirs au but dans ce match-là. Donc, on a travaillé, mais peut-être pas assez bien pour pouvoir trouver la solution à McLaren. Jones, 1 but accordé sur 21 tirs, on ne peut pas le blâmer, 1 but accordé. Le dernier match à Cap-Breton que tu parlais, les Skimming Eagles, Robin, étaient prêts pour ce match-là. Premier trio, Laferrière, Sokolov, on voulait absolument gagner. On regarde les images du match et on voit la satisfaction des joueurs des Skimming Eagles du Cap-Breton lorsqu'ils marquent des buts, lorsqu'on gagne cette victoire-là. C'était très important pour eux. On se voyait en séries éliminatoires déjà. L'Océanique va prendre des notes. Le deuxième trio, on a manqué de production dans la dernière semaine. C'est ce qui a fait mal. C'est ce qui nous a peut-être coûté des victoires. Et les gardiens de but, Robin, à chaque match, ont été éclipsés par le gardien de but adverse. Si on parle de Mendelozzi, on parle de McLaren et précédemment du premier gardien de but des Wildcats, Rodrigue. Donc, c'est les 2 facteurs, d'après moi, qui ont amené là, cette série de défaites. Colton Ellis était là dans le match numéro 1. Dans le match numéro 3, Craig Jones dans la défaite à Halifax. Et moi, s'il y a un point que je retiens avant de passer à notre deuxième bloc, l'Océanique va devoir faire attention de retomber dans la spirale quand les matchs sont à bas pointage, qu'on a de la difficulté à marquer 4, 5, 6 buts et que c'est serré. Bien souvent, l'Océanique, en début de saison, ne tombait pas du bon côté pour récolter des points. Et les matchs vont devenir serrés. Il reste à peu près 1 mois au calendrier. Dans les séries, l'Océanique doit s'habituer
quand ça fait mal, quand c'est difficile à sortir de là avec la victoire. Sinon, les prochaines séries ne seront pas évidentes. Non, puis avec cette série de défaites-là, ben, moi, je m'attends à ce qu'on termine 5e au classement général, peut-être 4e de notre division. Donc, bon, ça va être une deuxième ronde extrêmement difficile en séries éliminatoires. Voyage dans les maritimes, on a vu certains joueurs à l'œuvre face à l'Océanique, face à d'autres formations également. C'est la deuxième thématique de notre émission de ce soir, la relève dans la LHJMQ. Ce que j'aime dans ce segment-là, Johnny, c'est que c'est la relève. Oui. Mais c'est aussi des joueurs qui, à certains égards, font déjà sentir leur présence dans les différentes formations. Absolument. Il y a des bonnes nouvelles dans des formations qui sont déjà en tête de voir des jeunes se développer, qu'on va peut-être utiliser là, dans des compléments de transactions, ce sera à voir. Mais dans le bas du classement, il y a des équipes et des partisans qui peuvent espérer à des jours meilleurs également. Oui, beaucoup d'espoir. Si on regarde Robin, le premier, il est peut-être dans le premier aspect de ce que tu as mentionné. Lui, il est déjà dans une formation gagnante avec les Wildcats de Moncton, c'est Zach Lheureux. Le numéro 26 des Wildcats de Moncton, vous allez voir à l'écran ses statistiques personnelles cette année. Avec les statistiques qu'il a, bon, très impressionnant, 1 point par match, mais il ne faut pas oublier, il avait 1 point par match réellement dans ses 11 premiers matchs en saison régulière en carrière, à 16 ans seulement. Et depuis janvier, février, c'est un petit peu plus difficile pour lui. On l'a relégué plus au 3e trio. Il ne faut pas oublier, c'est un jeune joueur. Moi, ce que j'aime de lui, c'est que l'an passé, avec les Grenadiers de Châteauguay, avec une équipe du milieu, 52 points, 21 buts en 41 matchs. Et dans les séries éliminatoires, il avait été très bon également. Il a été le meilleur marqueur de son équipe l'an passé par 19 points de plus que le deuxième. Donc, c'était vraiment le leader de cette équipe-là. C'est un gars intense, très intense, termine ses mises en échec, très intelligent. Et on le compare beaucoup. On aime le comparer à Cam Neely. Pas le même statut de joueur, mais en type d'acharnement, c'est le même genre de gars. Donc, à Moncton, on l'apprécie beaucoup. Il est responsable dans toutes les facettes du jeu avec un plus 29. Dans une équipe gagnante, c'est un peu plus facile au niveau de cette statistique-là. Vous allez le voir dans les autres joueurs qu'on va vous présenter, les plus et les moins, c'est variable, tout dépendant. Ça dépend du club, où la formation où on évolue est dans le classement. Tu as parlé d'une séquence difficile à Val-d'Or, mais il y a quand même un joueur qui donne le sourire aux amateurs. C'est le prochain qu'on va vous présenter à l'écran. Justin Robidon l'a eu à quelques reprises sur nos ondes également. 37 points en 51 matchs, dont 18 buts. Un plus 4 à sa fiche dans une équipe quand même en reconstruction. S'il a un nom de famille qui vous dit quelque chose, bien, effectivement, il y a une référence. Oui, exactement. Son père, Stéphane Robida, ancien joueur de la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal et les Stars de Dallas, entre autres. Lui, il va avoir un nouvel entraîneur qui est Daniel Renaud, qui s'amène, on l'a mentionné tout à l'heure. Robida, c'est un joueur de centre. Si Lheureux, c'est un ailier gauche. Robida, c'est un joueur de centre, un joueur petit gabarit, mais ultra intense. C'est un gars qui a un excellent coup de patin également. L'an passé, faisait... Là, je te vois avec l'équipe championne du Midget 3 au Québec, l'équipe championne de la Coupe TELUS également. En 35 matchs, 28 buts l'année passée au niveau junior, au niveau Midget 3A. Et à la Coupe TELUS, en 7 matchs, 6 buts, 7 passes. C'est un dominant. À son groupe d'âge, il est dominant. Il était capitaine d'équipe Québec aux Jeux du Canada. Donc, c'est un gars sur qui on va compter pour plusieurs années à Val-d'Or. Et je suis certain que ça va être un gars qui va être parmi les leaders offensifs du circuit, c'est sûr. Ce que j'aime pour les prochains qu'on va vous présenter, c'est qu'en décembre, janvier, février, ils ont élevé leur jeu d'un cran où ça commence à compter, où les équipes sont formées et c'est plus dur de jouer contre les vétérans de 18, 19 et 20 ans dans la Ligue. Et dans les équipes où il évolue, on a laissé partir des gros morceaux à l'attaque, donc on leur donne plus de responsabilités et au lieu de les écraser, ça les fait s'épanouir. Et je parle en premier lieu de Joshua Roy. On a laissé aller Nicolas Gay. Je ne dis pas que c'est toujours un lien à la source, Johnny, mais quand même, ça fait plus de minutes dans des moments offensifs pour un joueur comme ça. Et il doit contribuer et il le fait. Exactement. Là, il a vraiment la latitude pour produire offensivement. Début de saison, difficile pour lui. En novembre, il avait seulement 1 point en 8 matchs. Par contre, par la suite, en février, c'est 9 points en 8 matchs. Et là, on voit qu'il prend son air d'aller, il se dégêne. C'est un gars qui a totalement dominé le Midget 3 l'an passé. C'était le meilleur joueur, était répertorié comme le premier espoir, a été sélectionné au premier rang par les Sea Dogs de Saint-Jean. C'est un gars sur qui on compte beaucoup. L'an passé, avec les Chevaliers de Lévis, en 42 matchs, 38 buts, 50 passes, 88 points. C'est plus que Lafrenière à sa dernière saison Midget 3. Donc, on s'attend à beaucoup de choses. Comme j'ai dit, il a débuté peut-être un petit peu plus au ralenti, mais là, on sent vraiment son air d'aller. C'est un marqueur naturel. C'est un joueur qui est très complet également, pas seulement du côté offensif. C'est un gars qui s'occupe
du 200 pieds de glace. Il a des mains très agiles. C'est un gars qui marque des buts à profusion. Et il y a une chose que je veux mentionner, Johnny, c'est qu'on présente la relève. On va peut-être le faire dans quelques émissions qu'on on vous présente. Comment c'est important pour un attaquant d'avoir des défenseurs qui effectuent une excellente première passe en sortie de zone. Ouais. Et derrière, à Saint-Jean, dans quelques saisons, on va être très épeurant pour les autres formations. Déjà, on commence à l'être. Beaucoup de 17 ans, très talentueux à la ligne bleue, des 18 ans aussi. Donc, tu as raison de le mentionner. Là, pour Roy, ça va être un petit peu plus facile s'amener en zone offensive quand on sait que la rondelle va venir sur notre palette. Les deux autres viennent en grappe. Ouais. Pour le Titan, Oui. Titan, après avoir gagné, c'est difficile au niveau des assistances. Des fois, c'est difficile au niveau du repêchage, mais là, on a de repêcher des joueurs, des maritimes un peu plus près de la maison. Je parle de Cole Hopkins et de Riley Kidney. Vous allez voir leurs statistiques à l'écran. Oubliez les plus et les moins. Écoutez, c'est une équipe de bas de classement, mais moi, ce que je mentionne dans le cas de ces deux joueurs-là, je les ai vus au camp d'entraînement dans des matchs. Je les ai vus progresser au cours de la saison. Encore une fois, décembre, janvier, février, leur meilleur mois. On laisse aller Sean Element. Oui, et ça continue de bien aller. On laisse aller Léonard également, des attaquants qui prenaient des minutes. On les confie à ces jeunes-là. Ils réagissent bien. Que de bonnes nouvelles. Ouais, si vous avez eu les statistiques de Hawkins, c'est un gars qui, dans la même famille que Ryan Malone, un ancien joueur de la Ligue nationale. Tu te souviens de Ryan Malone? C'est un gros gabarit. Bien, Hawkins, c'est un peu la même chose. 6'4", tout près de 200 livres. Lui, c'est un gars qui évolue à Stansted au collège, high school, qui joue à des matchs aux États-Unis. A été le deuxième meilleur marqueur de la Ligue après un joueur de 18 ans. Et lui avait 15 ans l'an passé. Donc, Hawkins, c'est un gars qu'on a sélectionné 16e rang du côté de Bathurst. Au dernier repêchage, c'est un gars qui va donner, je suis persuadé, de l'excellent hockey. Pas seulement de la production offensive, mais c'est un gars qui va se servir de ses épaules également. Vous avez vu dernièrement Riley Kidney, ses statistiques personnelles. Lui n'est pas au niveau physique que Hawkins. Plus frêle, c'est un petit joueur de hockey, mais très talentueux, très fin, un gars qui a une bonne vision, qui va repérer ses coéquipiers et qui a un avantage numérique, ça va être une menace constante éventuellement. De bonnes statistiques, c'est un gars de Cole Harbour, c'est un gars de la Nouvelle-Écosse, donc je m'attends à ce que ces deux jeunes joueurs-là soient vraiment très bons dans les prochaines années pour le Titan. Et c'est rare qu'on dise ça, mais mis à part les Wildcats de Moncton, il y a plusieurs équipes qui sont dans un processus de reconstruction dans les maritimes et on voulait vous démontrer, parce qu'on suit beaucoup la section S, que c'est un processus qui est quand même bien démarré. On aura l'occasion peut-être dans la section Ouest, dans des prochains reportages et dans d'autres formations dans la Ligue, mais c'est intéressant de voir qu'on est en train de rebâtir la section des maritimes qu'on connaît et contre laquelle il est très dur d'évoluer. Bon, je n'ai pas parlé du Cap-Breton. Les Wildcats, c'est le Cap-Breton, mais c'est rare qu'on voit les Mooseheads se laisser descendre un peu. Et pour le Titan, bien, ça a été un relent de Coupe Memorial assez difficile. Ça a été difficile, mais on voit la lumière au bout du tunnel. On a sélectionné les deux joueurs qu'on vous a parlé en première ronde au dernier repêchage. Donc, avec des bonnes sélections, éventuellement, on revient au niveau de la crème et ça va arriver du côté de Bathurst. Je ne suis pas inquiet. Hey Johnny, on a des reportages qui s'en viennent d'ici les séries à la chaîne Ma Communauté. Je vais pouvoir compter sur toi pour l'analyse. Absolument, je vais être de retour. Oui, on va aller les voir. Il y en a un cette semaine qui s'en vient assez rapidement. Et il y en a également début du mois de mars, donc 1er mars. Les Wildcats de Moncton sont en visite à Rimouski pour affronter l'Océanique. Est-ce que ce match-là aura encore autant d'importance? Ça sera à voir. 14h45, émission d'avant-match, 15h début de la rencontre. Bécomo 2 fois, mais non, Bécomo 4 fois. Parce que vous les avez vus à l'écran, là, on parle de la visite des Tigres de Victoriaville, de la visite des Saguenay de Chicoutimi, et par la suite, on termine la saison le 20 et le 21. On aura l'occasion de voir l'Océanique contre les rivaux de l'autre côté du fleuve, Nathan Légaré contre Alexis Lafrenière. Malgré la position au classement, malgré le stade où les deux équipes en sont rendues, ce n'est pas dénué d'intérêt. Absolument pas. C'est toujours de très bons matchs. Et c'est le dernier mois de la saison régulière, Robin. Donc, ça va faire des matchs importants, c'est sûr et certain. Suivez-nous, mesdames, messieurs, dans nos reportages, également pour l'émission hebdomadaire Parlons LHJMQ. C'est tout pour nous pour ce soir. On vous souhaite une bonne semaine d'hockey junior.